Freinet et le débat pédagogique de l'entre-deux-guerres. La vie de Célestin Freinet et son œuvre de pédagogue sont intimement liées, sans doute du fait de la force des événements historiques de l'époque, mais aussi de par la personnalité de ce leader charismatique, pour employer l'expression de Péroni. Alors prenons un exemple concret, sa blessure au poumon, dont il dit qu'elle l'a empêché de dispenser un enseignement magistral, et donc elle l'a conduit à des choix pédagogiques plus ou moins radicaux qui entraînent des réactions plus ou moins violentes, voire des conflits, comme dans le cas de l'école, de l'affaire de Saint-Paul, qui poussent le couple à la démission. Mais par contre, ça les oblige à rebondir et à créer ça les amène à créer leur propre école, donc la boucle est bouclée. Pour ce qui est des repères historiques, Magali les a évoqués, donc moi je mets juste quelques points de repère sur mon diaporama. Et avant d'aborder les débats pédagogiques, j'aurais aimé présenter le contour, un contour assez vaste de sa pédagogie, en commençant par des sources d'inspiration. Donc Doré, Montessori, De Crowley avec sa théorie des centres d'intérêt, Claparède, Ferrière qui est le fondateur de l'école nouvelle, enfin du bureau international de l'école nouvelle, Cousinet qui est un inspecteur qui était instigateur du travail libre par groupe, qui a aussi encouragé la production d'une revue L'Oiseau Bleu, qui était des productions enfantines. L'école nouvelle, bien entendu, déjà évoqué. L'URSS, de par ses choix politiques et même pédagogiques. Et puis les organisations syndicales qui vont aussi lui enseigner certaines techniques, certaines méthodes qui vont lui servir dans l'organisation de son futur réseau. Ces postulats, de par son vécu, comme on l'a expliqué, il est pacifiste, anticapitaliste, internationaliste, etc. Le mot d'ordre, changer l'école pour changer la société. Le tâtonnement expérimental, c'est le principe de l'essai-erreur. La méthode naturelle, c'est tout simplement postuler qu'un enfant apprend à marcher seul, il apprend à parler seul, donc pour le reste, on devrait suivre un petit peu le même type de fonctionnement, avec des conditions, bien sûr, en suivant ses centres d'intérêt, etc., en étant encadré, bien sûr, il ne s'agit pas de laisser faire. L'école, elle doit être avant tout destinée au peuple, ça fait partie aussi de ces postulats, de ces convictions politiques. Les outils et techniques qu'il va développer, alors elles sont assez nombreux, ça part de l'expression libre, mais comme l'enfant est un être social, il a besoin de communiquer, donc l'imprimerie, elle viendra en support de cette communication, et elle servira aussi à donner une certaine valeur à l'écrit. La classe promenade qui détourne un petit peu, qui l'améliore, c'est différent. Donc là, on recoupe les enquêtes sur le milieu, on va voir les artisans du coin, etc. L'organisation coopérative, donc très importante, on parlait d'être sociaux, voilà. C'est à la fois une aide, c'est à la fois une organisation. Et cette organisation coopérative, elle a non seulement un rôle très important dans la classe, mais il va aussi la répercuter au niveau de son mouvement. Et le journal, la correspondance scolaire, c'est connu. Les fichiers autocorrectifs, c'est l'inspiration, l'apprentissage programmé. On est dans le behaviorisme américain. Et le vivarium, le bac à plantes, c'est toujours comment réconcilier la vie et l'école, suivant un titre de l'un de ces articles. Ces moyens d'échange et de diffusion, il lit beaucoup, mais il écrit aussi des articles qui sont parfois des critiques d'ouvrages de pédagogues dans
une revue, entre autres, L'École émancipée, qui est une revue syndicale, on va dire. Le réseau coopératif, il y a des revues internes, l'imprimerie à l'école qui deviendra l'éducateur prolétarien. La communication au sein de la coopérative d'enseignement laïque, elle se fait aussi via des échanges épistolaires. Et puis, il y a au niveau national et international les congrès qui viennent ponctuer tout ce temps de l'entre-deux-guerres. Pour les débats proprement dit, j'ai choisi de les présenter en fonction des acteurs, même s'il y a certains débats qui se recoupent. Donc, en premier lieu, si on prend les instituteurs traditionnels, entre guillemets, donc eux, quelle est leur critique de l'école quelle est la critique des partisans de Freinet par rapport à cette école? C'est que l'école est coupée de la vie, que la discipline s'apparente à un dressage pédagogique, que l'apprentissage est mécanique et sans intérêt. Freinet parle de la scolastique, de tout ce qui est déclaratif, qui n'est pas en lien avec les intérêts des enfants. A contrario, les instituteurs, eux, ils pensent que cette pédagogie-là, elle manque d'exigence académique, ces instituteurs font preuve d'un certain laxisme, qu'il y a une remise en cause même de l'autorité des maîtres. Pour l'institution, on aurait pu penser qu'avec les instructions de 1923, il y avait la possibilité de nombreuses innovations. En pratique, il y a une très forte inertie de la hiérarchie. Et les instituteurs Freinet sont souvent en conflit avec leurs inspecteurs. L'opinion publique, pour ce qui est des classes populaires, comme on disait à l'époque, il n'y a toujours qu'une technique qui est vraiment efficace, c'est les techniques qu'ils ont connues, donc avec la discipline, le rabâchage, etc. Les conflits avec les autorités locales, ils ont souvent des origines politiques, forcément, puisque beaucoup des instituteurs en question sont communistes, anticléricaux, donc problème aussi avec les autorités religieuses. Un exemple de divergence de vue avec les autorités religieuses, c'est la mixité à l'école, qui fait partie des piliers de l'éducation nouvelle, alors que Rebecca Rogers nous dit que pour les catholiques, ça pose encore problème jusque dans les années 50. L'éducation nouvelle, le reproche de Freinet par rapport à cette éducation nouvelle, c'est qu'elle est élitiste et destinée à former l'élite, la future élite du pays, et donc c'est pas en accord avec ses convictions. Par contre, il s'est montré éclectique, et il a pioché dans plein de techniques, il les a adaptées à sa façon. Les intellectuels et les universitaires, là par contre, effectivement, il y a une méfiance réciproque entre les primaires, comme ils se qualifient eux-mêmes, peut-être de par leur parcours d'école primaire supérieure, encore à l'époque. Par opposition aux universitaires, il faut dire aussi qu'il n'y a pas vraiment la forme des écrits de Freinet, entre autres l'édit de Matthieu, avec comme exemple c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il s'exprime par sentence, par maxime. C'est pas tellement académique comme forme il n'y a pas de cadre théorique. Donc Legrand dit de lui que son œuvre reste concrète, pittoresque et affective. Il n'est pas tellement pris au sérieux, finalement. En dernier lieu, le Parti communiste et ses militants. C'est des critiques relayées par Jacomino. Donc pour le PC, le maître s'efface trop dans la pédagogie Freinet. Et puis il estime que les enfants ont besoin de modèles glorieux auxquels s'identifier, alors que Freinet, lui, est plus de tendance libertaire, qualifié de tendance libertaire. Donc la scission, elle va arriver suite aux critiques qui deviennent de plus en plus violentes, et Élise et Célestin Freinet quittent le PC en 1940. Donc en conclusion, on peut dire avec Perroni, que le mérite de Freinet, c'est d'avoir créé un mouvement qui lui a d'ailleurs survécu et qui est très actif parce qu'il n'était pas dogmatique et il a pu s'adapter
Voilà. Donc les références que j'ai utilisées, alors références bibliographiques, la filmographie, le fameux film de Le Chat Noir, dont j'ai tiré un petit morceau de la bande son pour vous laisser consulter les références bibliographiques. Donc une chanson de Francine Cocampo, je ne sais pas comment ça se prononce, une figure du guidisme. Cette chanson, elle a servi après un petit peu elle était assez emblématique de l'ouverture des congrès après-guerre.